Bonjour à tous, bienvenue dans les interviews Histoire de Timeline. Je suis ravi aujourd'hui, vraiment, alors doublement ravi, puisque c'est la deuxième fois qu'on accueille Emmanuel Arioli pour ses deux ouvrages, parce que c'est rare, hein, deux ouvrages en même temps. Alexandre l'orphelin de la table ronde, et puis le magnifique, le merveilleux, les chevaliers de la table ronde. Emmanuel, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes historien, je ne vais pas redire, hein, vous êtes déjà venu historien, paléographe, spécialiste vraiment de la table ronde. Euh, Là, vous publiez après le magnifique Ségurant que vous avez retrouvé, vous publiez en fait son pendant, en fait, c'est ça, hein, Alexandre l'orphelin de la table ronde. Vous allez faire les 150 comme ça ou Malheureusement, il n'y aura pas il n'y aura pas 150 150? romans à retrouver. Non, c'est vrai. C'est vrai que pendant cette quête qui a duré 10 ans pour recomposer le roman de Ségurant à partir de 28 manuscrits, j'ai été amené à consulter des milliers de manuscrits à travers l'Europe, dans un très grand nombre de pays et de villes différentes. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un autre texte inédit. Il n'avait pas la même ampleur de Ségurant, mais c'était une magnifique histoire qui a été écrite comme Ségurant au XIIIe siècle en Italie, mais en français. Eh oui. Et c'est même un texte qui a été conçu comme un contre-roman de Ségurant, à mon avis. C'est-à-dire qu'il y a une structure commune et puis un personnage qui est en quelque sorte tout le contraire de Ségurant. Vous l'avez découvert en même temps, c'est ça, que vous avez travaillé sur Ségurant? Tout à fait, je me suis rendu compte que dans certains manuscrits, il y avait aussi cette histoire de Alexandre. Alexandre, à la différence de Ségurant, n'était pas entièrement inconnu. On connaissait le personnage, mais voilà, personne n'avait édité cette histoire. D'accord. Alors ça, c'est l'orphelin de la table ronde, c'est le plus beau de tous les chevaliers. Après, vous allez faire quoi? Le plus laid, le plus grand, le plus... Hélas, je crains Non, qu'on arrive au on bout va des arriver au bout, chevaliers d'accord. méconnus. Donc, il y a eu le plus fort et maintenant le Ouais. plus beau. Et puis, malheureusement, je pense qu'on arrive au On bout. va peut-être Alors, s'arrêter. Ouais, j'ai trouvé un certain nombre de fragments aussi en Europe, ouais, mais je me doute. mais qui ne se rattachent pas entre eux. Donc, cela ne permet pas de reconstituer un roman. Hmm. Donc, je pourrais faire une édition pour les spécialistes de tous les morceaux. Oui, c'est pas Et faux c'est d'ailleurs. un projet que j'ai C'est un bon d'ailleurs. projet. Mais voilà, on ne trouvera plus, je pense, des romans entiers ou des textes de cette ampleur-là. Parfois, vous trouvez des trésors, on va y revenir, puisque c'est l'objet du deuxième livre, qui est absolument incroyable aussi. Euh, Là, on est avec Alexandre dans, j'allais dire, dans la légende médiévale par excellence, en fait, hein. On a tout, on a l'amour, la quête, la vengeance, la rédemption, le cheminement, les sacrifices, enfin on a tout, tout est là. Absolument, les grands thèmes de la Ouais, littérature arthurienne sont réunis dans cette histoire qui se situe dans la légende du roi ouais. Arthur, qui est la plus célèbre au Moyen Âge. Et il y a l'amour, il y a la vengeance, la magie, donc tous les Ah, il y a tout, ingrédients hein, qui ouais. font le roman du Moyen Âge. Alors c'est marrant parce qu'en le lisant, moi ça m'a rappelé des souvenirs, le roi Marc. Je me suis dit, mais c'est Tristan et Isolde. Et il parle de Absolument. Tristan, c'est le même Tristan? C'est le même Tristan. En D'accord. fait, Alexandre est imaginé comme le cousin oublié de Tristan. Donc ça se rattache à la fois à la légende du roi Arthur, puisqu'il y a les chevaliers de la table ronde, on rencontre Lancelot, mais aussi à la légende de Tristan. D'accord. Alors c'est marrant parce que quand j'étais petit, bon, c'est à l'école qu'on lit Tristan et Isolde, hein, on ne lit pas pour le plaisir, c'est rare. Euh, je me souvenais pas que Tristan faisait partie de ces chevaliers de la table ronde. En fait, à la base, la légende de Tristan est une légende autonome. Et ensuite, au XIIIe siècle, dans un texte qui est le Tristan en prose, les deux légendes sont réunies. Et voilà D'accord. qu'à partir de ce moment-là, Tristan est rattaché à la table ronde. Ah, c'est formidable ça. C'est quoi? On est dans ce qu'on appelle le finamore, c'est le début du finamore? Alors, l'affinamore ou amour Ouais. L'amour courtois, donc courtois, c'est ouais. donc c'est cet amour au Moyen Âge dans lequel voilà c'est un amour adultère dans lequel un jeune chevalier aime une femme souvent mariée Ouais. voilà Il la courtise en il fait, la c'est ça, hein. il la courtise jusqu'à certainement arriver au bout de ce qu'il souhaite. Normalement, il doit pas. Cela dit, c'est un peu, on a C'est l'image, très ambigu en c'est-à-dire fait. on a une image d'un amour courtois qui est un amour juste spirituel. Platonique. Cela dit, vous voyez bien, Ah, Tristan et Lancelot, Iseult, ouais, Lancelot et ouais, Guenièvre, c'est ça, voilà, c'est-à-dire qu'il y a parfaitement. aussi le désir d'arriver au bout de cette, évidemment, après de maintes épreuves et un cheminement très difficile, mais il y a tout Évidemment. de même l'idée d'arriver au bout hein, comme un idéal de accomplissement de cet amour que sinon reste en effet souvent un amour platonique puisque les obstacles sont tellement nombreux. Ben oui, c'est ça. En Alors, ça effet. veut dire quoi? Ça veut dire que l'amour à la fin est toujours vainqueur?
L'amour est toujours vainqueur. C'est un peu la grande maxime qui était déjà dans la période antique, Ouais, ouais, qu'on bien sûr. retrouve au Moyen Âge encore la force de l'amour. L'amour est plus fort que tout. Avec Alexandre, on a quelque chose de très particulier parce qu'on a aussi un renversement. C'est-à-dire que généralement, dans ces romans du Moyen Âge, c'est la jeune femme qui est, la jeune ou moins jeune femme, qui est courtisée Mhm. par des hommes. Donc c'est la femme qui est l'objet de désirs masculins. Et ici, on a au contraire un renversement. C'est un jeune homme, Alexandre, qui est l'objet de désirs de plusieurs femmes. C'est ça, oui, ça c'est C'est assez ça qui est incroyable. extraordinaire. Donc le désir des femmes est mis en avant. Vous parliez d'Antiquité, il y a un peu d'Ulysse aussi dans ce personnage, parce que il croise des sorcières, il croise des magiciennes, il croise, alors, on pense à Circé, son Odyssée, finalement, c'est un peu ça, il y a un peu de tout, c'est une espèce de mélange en fait. Absolument, il y a un peu de tout et il y a encore cette mémoire des grands récits antiques au Moyen Âge et les magiciennes et les fées du Moyen Âge se nourrissent aussi de cette littérature antique. Donc Ouais. c'est Circé, les autres magiciennes, elles sont de quelque manière présentes dans cette mémoire du Moyen Ça veut dire Âge. quoi? Ça veut dire qu'au Moyen Âge, on connaissait déjà parfaitement toute cette littérature antique. Quand je dis on, c'est pas tout le monde. Les Oui, alors ce lettrés, n'est ils pas sont qu'on pas nombreux, hein. on ne connaissait pas parfaitement parce qu'à la Renaissance, on redécouvre beaucoup de textes, mais les textes antiques, d'une certaine manière ou d'une autre, parviennent. Donc pas tous, évidemment, mais par exemple, la guerre de Troie a été connue par d'autres récits. Alors pas le récit en grec, le Ouais. grec, on perd un peu la connaissance du grec, mais il y a des adaptations en latin. Donc toute cette littérature antique revient et surtout au 12e, 13e siècle, on a ce qu'on appelle les romans antiques, Mm. donc des romans qui, en langue française, remettent au goût du jour ces mythes antiques. Cette langue française, on la lit bien hein, d'ailleurs dans ce texte. Vous l'avez retravaillé, évidemment, parce que c'est quasiment illisible en réalité. Alors, c'est une traduction qui est C'est une très vraie traduction, hein. fidèle au Ouais. texte. Au texte Fidèle, vraiment fidèle. et la traduction est très fidèle. Après, le texte est à l'ancien français, donc ce n'est pas Oui, une transcription, c'est une traduction. c'est ça. Mais chaque phrase y est. Je voulais vraiment rendre de manière très fidèle le texte, donc sans aucune coupe. Le texte Oui, bien sûr. Ouais, ouais. y est un entier, mais à la fois, ça reste très lisible. On a une image de ces textes comme des textes illisibles, alors que ce sont tout à fait lisibles et agréables. S'il n'y avait pas eu de transcription, ce serait tout à fait lisible, en fait. Si, Ah, si en imaginant qu'on puisse lire. si Parce que c'était juste une transcription en ancien français, c'est ça, illisible. alors, cela dit, les vers sont plus illisibles que la prose. La prose, Ouais, c'est plus facile d'accès. Après, évidemment, il y a des mots anciens. Si on n'a pas étudié l'ancien français, c'est difficile d'accès. effectivement. Alors, ce qui est bien dans ce livre aussi, c'est que vous faites, il y a une longue introduction, vous expliquez hein, tout ça. Et il y a une chose que j'ai pas fait attention, j'ai peut-être pas compris. L'alexandrin, ça vient de ce texte-là ou d'Alexandre le Grand? Alors, Alexandra, ça revient du roman d'Alexandre. Le roman d'Alexandre est un texte au XIIe siècle qui remet en langue française et en vers les aventures d'Alexandre le Grand. Le Donc, Grand, Alexandre le Grand qui d'accord. avait déjà fait l'objet de plusieurs récits mythiques en plusieurs langues. Mais voilà que cette légende, puisqu'à partir du personnage historique, on en fait une légende avec ses aventures en Inde, voilà que son roman est écrit en français, il est écrit en alexandrin, et l'alexandrin est appelé comme ça parce que c'est le vers du roman d'Alexandre. C'est ça, et ça c'est génial. Ce que j'ai adoré dans celui-ci, que j'ai pas retrouvé dans Ségurant justement, c'est que là il y a tout le Moyen Âge, y compris là il y a beaucoup de femmes d'ailleurs présentes dans celui-là, beaucoup plus que dans Ségurant, et les femmes sont, il y en a beaucoup des mauvaises, des très mauvaises, c'est le mal en fait. Je pense à celle qui balance du feu par son entrejambe, enfin c'est un monstre. Et c'est le début de cette vision peut-être de la femme, c'est le mal. Alors c'est très ambigu parce que à la fois c'est un texte aussi qui laisse beaucoup de place aux femmes. Et on peut penser à Ségurant qui grandit dans un univers entièrement masculin. Ici on a un peu l'inverse. On a ce personnage. Alors Ségurant il avait donc un père, un grand-père, un oncle, un grand-oncle. On ne nous disait rien de sa mère. Oui, Et ici on a un personnage qui est élevé par sa mère et qui est entouré de femmes partout à c'est ça, chaque étape du récit. Donc c'est vraiment incroyable. un renversement. Et je dirais que les femmes ont beaucoup plus d'importance et ont un rôle très ambigu. La figure de la femme est très ambivalente au Moyen Âge. Mm, À la oui, c'est fois, c'est clair. la femme diabolique et la femme sainte. Ouais.
C'est Donc celle à qui a la croqué fois, la pomme, et c'est... ben, c'est-à-dire c'est à la fois, au Moyen Âge on parlait de Marie et Ève, Ouais, donc à la fois la mère de Dieu et à la fois la femme qui est liée au péché. évidemment. Donc disons que la femme est représentée souvent au Moyen Âge selon les deux extrêmes possibles. Et ici on a des figures très ambiguës. On a des figures de magiciennes. À la fois on sent une crainte pour cette magie, mais aussi une fascination très grande. Et ce sont des femmes très puissantes. C'est pour la première fois dans un roman où on trouve 4 femmes qui dominent le C'est monde, qui se ça, défient c'est dans des incroyable. tournois de magie. Et on a cette magicienne qui fait du feu avec son entrejambe, ce qui est un symbole tout de même assez fort C'est aussi du extrêmement pouvoir fort, ouais, bien sûr. de la femme. C'est exceptionnel. C'est extrêmement fort. Alors, j'ai noté vengeance, spectre. Est-ce que, quelque part, William Shakespeare aurait pu s'inspirer, aurait pu d'abord tomber sur ce texte-là et puis s'en inspirer en écrivant tout ce qu'on sait? C'est vrai qu'on pense Hamlet. à Hamlet Ouais. parce que on a beaucoup de points en commun. Donc on a un jeune homme dont le père est tué par son oncle qui est roi. C'est Donc on a ça. vraiment le À même la base, en schéma. fait. Hein. Et puis aussi le rêve. C'est-à-dire que Alexandre, comme Hamlet, a un rêve. Son père lui apparaît un Ouais, rêve et demande vengeance. Donc c'est vraiment le exactement. même schéma. Et comme Hamlet, il n'arrive pas vraiment à la vengeance. C'est ça, Donc ouais. on a vraiment beaucoup de points en commun, si bien qu'on peut se demander si Shakespeare n'était pas à connaissance de ce texte. Alors Hamlet est basé à une autre source principale, qui est une source du Moyen Âge, mais néanmoins, il y a vraiment tellement de points en commun qu'on peut se demander si Shakespeare connaissait ce texte. Alors ce n'est pas impossible, puisque ce texte a circulé jusqu'en Grande-Bretagne, et Thomas Malory, qui fait une grande somme arthurienne au Moyen Âge, introduit un résumé de Alexandre. Donc il se peut que Shakespeare, et c'est un texte d'ailleurs, le texte de Thomas Malory qui a beaucoup inspiré le théâtre des siècles suivants et beaucoup Ouais. d'œuvres, donc ce n'est pas impossible que Shakespeare aussi ait eu connaissance de ce texte. Ça veut dire qu'il aurait été traduit là aussi en anglais C'est-à-dire, ou on il a des lisait traces, on a des Ouais, on a des traces traces, ouais. en anglais, on a un résumé en anglais dans cette D'accord. mort d'Arthur de Thomas Malory. Ouais, c'est ça, ouais. Et j'ai d'ailleurs introduit une traduction d'une partie qui est intéressante. Pour le reste, c'est un texte très court. En anglais, ça n'a pas l'ampleur des textes français. Thomas Malory condense les romans français pour faire les réunir dans un seul Mais texte. c'est génial. Mais oui, donc il y a en tout cas un fil qui va jusqu'en Grande-Bretagne. Ah, ça, c'est assez extraordinaire. Puis alors, j'ai découvert, il pleure abondamment, ce personnage-là. C'est un héros, un super-héros, entre guillemets, mais il pleure. Oui, Là, mais il a en aussi... général, les héros du Moyen Âge pleurent, mais les héros antiques aussi. Ouais, Aujourd'hui, ça. on a une image des super-héros qui ne pleurent jamais. Mm. Donc, c'est un idéal viril qui est très différent par rapport à l'idéal viril que le Moyen Âge avait. On y reviendra sur ce sujet. Ouais. C'est vrai qu'au Moyen Âge, on a aussi cet idéal de la masculinité douce. Mm. Et en quelque sorte, ces hommes qui se serrent entre les bras, qui pleurent, donc ils sont très Qui émus, s'embrasse, de toute ils façon, sur la s'embrassent bouche, aussi, parce que ça, sur la bouche aussi. C'est c'est le Moyen-Âge. c'est le Moyen Âge, et donc on a vraiment cette douceur et cette exaltation de la douceur. Dans les autres thèmes, je me suis demandé si là aussi ça préfigurait pas un petit peu ce qu'on va vivre au XVIIIe siècle, au début du XVIIIe, avec. Parce que moi, c'est Candide tout de suite qui me vient à l'esprit quand je lis ça, mais c'est incroyable. Enfin, il a plein d'aventures finalement, puis il revient quoi. Oui, en effet, c'est vraiment la structure de base d'un roman initiatique Ça, dans en lequel fait, un ouais, c'est héros ça. naïf découvre tout. Et c'est un peu la structure, mais ici c'est vrai que c'est poussé à son bout, c'est la structure du roman arthurien dans lequel on suit un jeune héros naïf qui va découvrir le monde, l'amour, etc. Donc en effet, on a parfois un personnage qui nous fait sourire, on fait Ouais, quand penser même. Ouais. aussi, en effet, Ouais, il y a cette histoire, Candide. cette idée de bouchon de liège un peu qui est ballotté au fil des vagues. J'ai l'impression de ça. En fait. C'est vrai, non, c'est C'est vrai ce qui qu'on m'a a fait penser. un personnage qui se laisse porter, se Ouais, laisse c'est ça. porter par l'amour, par les femmes, par tout ce qu'il rencontre, et finalement, il se perd Ouais, aussi. mais c'est assez intéressant. Alors c'est quoi? Est-ce que c'est l'archétype du roman médiéval ou est-ce que c'est déjà le précurseur de ce qui va arriver après, la Renaissance? Pour moi, c'est déjà un précurseur, Ouais. c'est-à-dire qu'avec Séguran et Alexandre, nous ne sommes plus déjà dans un roman arthurien classique, même si ce sont des textes très anciens, ils remontent au XIIIe siècle, ils font partie des premiers textes arthuriens. Ouais. Mais on a déjà une évolution qui est peut-être liée aussi au fait que ces textes ne sont pas écrits en France, sont écrits en Italie, donc sont adaptés à un contexte culturel différent.
en Italie où il y a quelque chose qui est en train de s'éclore, voilà, qui va s'éclore en tout cas, et donc préfigure déjà cette ironie, ce monde un peu différent par rapport au monde classique. On a des héros un peu atypiques qui vont déjà annoncer cette ironie qu'on trouvera à la Renaissance avec l'Arioste, Orlando Furioso, et ensuite Oui, oui, c'est après. vrai, effectivement. Je trouve que c'est plus sympa à lire que Tristan et Isolde. Je trouve que c'est plus agréable, Mais oui, plus parce qu'il y facile a à une lire, en certaine fait. ironie Mais c'est aussi, ça, ouais. puis c'est très enjoué, c'est très drôle Ouais, aussi, c'est dans toute drôle, hein, cette, ouais. Alors que et Tristan et Isolde, c'est ce pas très drôle. principe que ce jeune homme, dans toutes les dames tombent amoureuses, C'est finalement, fantastique. c'est Il y a un très petit côté amusant. aussi qui m'a fait penser au, bah ça évidemment après, mais Monty Python, Sacré Graal, où il y a à un moment donné, je crois que c'est Perceval qui va dans un monastère où il y a que des femmes et elle lui court après. Enfin, c'est assez extraordinaire. Je me suis dit, mais on est dedans. C'est vrai, on est Je dedans, suis sûr c'est qu'ils ont dû vrai. tomber dessus. Ils sont quand même assez bien documentés. Deuxième livre, alors, mais on est dans la même veine, hein, Les Chevaliers de la Table Ronde, un superbe livre. Alors, édition d'Emmanuel Arioli, aux éditions du Seuil. Là, c'est autre chose, c'est, j'allais dire, la Bible, en fait, des Chevaliers de la Table Ronde. Il faut avoir ça, et quand on a ça, on a tout. C'est bien C'est un dit, peu c'est bien l'idée. la Bible de la table ronde parce que c'est la seule encyclopédie, seule et Ouais, unique ouais, encyclopédie ouais. que le Moyen Âge est consacrée à la légende du roi Arthur. Donc ça, Ça, c'est c'est extraordinaire. extraordinaire. Et vous l'avez retrouvé, mais c'est ça qui est fou, quand même. Oui, c'est-à-dire que c'était un texte qui n'était pas inconnu, on connaissait son existence, mais il n'y avait, et c'est vraiment incompréhensible, il n'y avait aucune édition, même pas en ancien français. Aucune édition qui n'avait été faite. Moi, c'est un projet que j'ai depuis très longtemps, que je souhaitais faire, et finalement, le Seuil a accepté, puisqu'il fallait faire un beau livre illustré, donc ça représentait aussi un coût éditorial, et c'était vraiment une grande entreprise éditoriale. Et donc, je suis ravi de pouvoir avoir édité ça, parce que c'est un texte dont on a besoin pour lire les romans de la table ronde. Et je trouve qu'une fois qu'on a lu ça, mais même moi, dans mon expérience, je ne lis plus les romans arthuriens de la même manière parce qu'on se rend compte que tous les tournois, tous ces lois, en fait, il y a des codes très précis, Ouais. des rituels très précis. Et si on n'a pas ces codes, on n'arrive pas à décoder jusqu'au bout. Exact. Bon, on va y revenir justement. Moi, ça me paraît dingue parce que tout le monde adore la table ronde. Comment ça se fait que personne n'y ait jamais pensé? Comment ça se fait qu'aucun éditeur n'ait jamais pensé Alors, à éditer ça? moi, Parce que- j'avais proposé déjà à plusieurs éditeurs qui avaient refusé en disant que c'était une entreprise trop chère pour eux Ah ouais. voilà, de faire tous les portraits, tous les blasons. Et on comprend parce que ça a été un travail éditorial immense. Et même, voilà, on a dû faire des choix parce que mettre toutes les enluminures, ça aurait été. Parce que Délire, ouais. il y a tout de même 174 chevaliers de C'est la ça. table C'est ronde, monstrueux. chacun Faut une sacrée avec table, hein. un emblème et un portrait. Donc, dans les portraits, on n'a pas pu les mettre tous, on a dû faire Ouais. des choix, mais les emblèmes, Tous les blasons on sont a, là. On va y revenir tous les blasons évidemment sont dessus. là, et donc ça, c'est vraiment quelque chose de très précieux pour accompagner la C'est lecture très clair. Je des romans parlais de arthuriens. Bible, en fait, c'est le ouzou. C'est vraiment le ouzou de tous les C'est chevaliers. vrai, Ils sont tous là, en fait. absolument. C'est assez. Racontez-nous à quoi ça ressemble un ouvrage du 15e siècle. Moi, quand j'allais aux archives, j'étais sur le 18e siècle, donc ça n'a rien à voir. Un ouvrage du 15e, on imagine les grimoires, on imagine ces magnifiques livres. À quoi Oui. ça ressemble? Ah bah il y a un peu de tout parce qu'il y a aussi des petits livres, ouais, et ça c'était en effet un magnifique livre. Ouais. D'ailleurs c'est un livre qui a appartenu à la reine Marie-Antoinette, Oui, donc on a ces armes à la on a fin. ces Ouais, c'est armes ça, qui j'ai sont, vu. le livre est relié à ces armes. C'est Donc, magnifique. on ne sait pas si Marie-Antoinette le lisait, je pense pas Ah qu'elle non, elle peut-être lisait pas. l'ancien français, mais cela dit, si elle a fait relier à ses armes, c'est qu'elle avait une certaine fascination pour cet ouvrage, peut-être elle aimait bien feuilleter ce beau Ouais, chevalier, et à défaut d'autre chose. en tout cas, voilà, c'est vraiment un texte incroyable et un très bel objet. On voulait, Ouais. à travers cette édition, restituer la beauté de ce que signifie feuilleter un aussi beau livre. Ça doit être assez génial. Donc c'est écrit en vieux français. Tout à fait, c'est écrit en C'est quoi? ancien C'est des lettres français. gothiques, illisibles. Alors, ce n'est plus de la lettre gothique, c'est une évolution qu'on appelle la semi-bâtarde. Ouais. Mais tout à fait, si on n'a pas fait d'ancien français, si on n'a pas fait de Ouais, paléographie, c'est mon cas. donc J'en ai pas fait. d'écriture de livres anciens, illisible. c'est plus difficile à Ouais, lire, disons. effectivement. Oui, Mais ça doit être magnifique. oui, De voir c'est ça, ouais, magnifique, c'est c'est magnifique. génial, j'imagine. Tous les personnages sont là. En tout cas, vous les avez tous répertoriés. Il y a donc l'héraldique, leur place à la table aussi. Ça, c'est génial. Ça, c'est extrêmement important. On a aussi énormément, et ça j'ai apprécié, d'explications sur tout le bas Moyen-Âge en fait. Alors on a les images d'Hollywood, du bas Moyen-Âge et des tournois. Là c'est bien, vous racontez la vérité. C'est quoi un tournoi au Moyen-Âge? On avait Georges Duby déjà avec Guillaume le Maréchal, je crois, ça s'appelait. Mais c'est pas comme à Hollywood avec Ivanhoe, etc. Hein. C'est pas tout à fait la même chose un tournoi.
Absolument, c'est extraordinaire parce que dans cette encyclopédie, on n'a pas seulement ces 174 chevaliers de la table ronde Ouais. avec un plan, on sait dans quel ordre ils sont assis à la table, ce qui est Ça, c'est extraordinaire, et génial. le Ça, c'est blason pour chacun. fantastique. Mais il y a aussi donc, ce qu'on appelle les lois et statuts des chevaliers de la table ronde, donc 20 lois qu'ils Ah, doivent ça, c'est super, ouais. respecter. Donc, Commandement, ouais. un serment, c'est le serment qu'ils doivent prononcer pour s'asseoir à la Ouais. table ronde. Et après, on a un manuel sur comment organiser un tournoi. Surtout que à l'époque, à la fin du Moyen Âge, il y avait des tournois à thème arthurien dans lesquels les nobles, ils prenaient les blasons des chevaliers de la table ronde Carrément. voilà, Toute une mythologie, en fait, voilà, ils jouaient à ça. C'est-à-dire qu'à la fois mythique. c'était une compétition et à la fois c'était une représentation dans laquelle ils jouaient les chevaliers de la table ronde. Et donc ce manuel était très utile aussi à l'époque et c'était très touchant pour nous parce qu'on a une personne probablement qui prenait part à ces tournois, qui connaissait magnifiquement bien, qui nous décrypte tout ça, qui nous décrit comment il faut les faire et c'est vraiment un outil extraordinaire Ouais, pour ouais. lire les romans, mais aussi pour faire des tournois encore aujourd'hui, puisqu'il y a Oui. plusieurs associations de reconstitution qui font des tournois, et ce texte sûrement sera précieux aussi pour eux, pour découvrir les détails. Ouais, je crois qu'il y a des dingues hein, qui vraiment se tapent dessus aujourd'hui. Hein. Le Béour, je crois que ça s'appelle comme ça. Il y a en effet Ils plusieurs sont associations qui font totalement un à moitié. travail extraordinaire. Je plaisante évidemment. C'est vraiment incroyable parce qu'il y a des associations qui font cela vraiment avec une qualité Ouais, exceptionnelle, ah ouais, vraiment. avec une connaissance très précise, mais sûrement c'est un texte qui permettra d'aller plus loin aussi Ah, dans ça, c'est cela. chouette. Il y en a qui reconstituent avec les chevaux, etc. Ou... Absolument, c'est Ah avec ouais, les chevaux, vraiment. les Ah, ça, j'ai lances, jamais vu. D'accord. oui, tout cela, mais avec une précision historique assez bonne. Et donc voilà, ils font des vrais tournois. On est d'accord qu'ils ne se tuaient pas dans les tournois. Hein. C'était surtout Oui, pour des rançons. alors c'était des compétitions, C'est donc ça. à la fois il Ouais, c'est fallait un tournoi établir en fait. Hein. quel C'est était le vraiment un meilleur, tournoi. absolument, quel était le meilleur chevalier. Donc il y avait plusieurs épreuves, l'épreuve de la joute dans laquelle il y avait deux chevaliers qui se défiaient à la lance et il fallait faire tomber C'est ça. son adversaire, et puis ce qu'on appelle la mêlée, donc deux équipes l'une C'est ça. contre l'autre qui se défient comme si c'était une bataille. Alors évidemment, il fallait pas se tuer, mais il y a eu quelques Il y a accidents eu des accidents. graves donc, Ouais, qu'on connaît très bien, comme le roi Henri II. bien Donc sûr. cette lance qui le blesse à l'œil, donc il en meurt. Exact. Et sa femme veuve, la reine Catherine de Médicis, qui Que va vous connaissez bien. interdire les tournois en France. Voilà. Et voilà, c'est la fin de tout. C'est la fin. C'est dommage, évidemment. Dans Alexandre, il y a un tournoi, hein, puisque justement, alors, je me souviens plus contre qui il se bat. Il y a sa Absolument. lance qui transperce l'écu, je crois. Absolument, c'est-à-dire il participe à un tournoi et après il y a plusieurs joutes. Chaque fois que Ouais, les c'est ça, chevaliers se rencontrent, il faut évidemment. bien qu'ils jouent. Ouais, il faut les entretenir, c'était exporter la guerre. Hein, il fallait absolument qu'ils se battent entre eux et pas contre les paysans. C'est magnifique ce livre. Ce qui est bien aussi, c'est que vous avez mis la généalogie, enfin les généalogies, parce qu'il y en a plusieurs. On a tout en fait. Quand je dis c'est la Bible, avec ça, on a tout. Oui, c'est-à-dire, j'ai voulu aussi enrichir le texte avec tout ce dont on pourrait avoir besoin. Aussi, une généalogie des chevaliers, aussi une chronologie de l'écriture de divers textes, pour que ce soit à la fois une encyclopédie ancienne, encyclopédie Ouais. d'époque, et puis une encyclopédie moderne, pour qu'on ait vraiment un outil complet avec tout ce qu'on pourrait avoir besoin pour découvrir la légende du roi Arthur. Qu'on ne connaisse absolument pas, ou au contraire, qu'on ait déjà une connaissance déjà affinée, on veut y aller plus loin. Qu'on comprenne bien l'héraldique, pour ceux qui connaissent pas vraiment. Donc c'est les armes, comme on dit, hein, sur les écus des chevaliers. On pourrait appliquer ça aujourd'hui au logo. C'est un peu un logo qui représente une entreprise, mais là c'est une famille. C'est vrai, j'ai pas pensé à cela, mais c'est vrai que en tout cas, c'est un emblème, c'est un symbole qui identifie de manière précise une famille et une personne, hein, Et aussi une à l'intérieur personne. de la famille. Donc il y avait une héraldique réelle pour les nobles, et ensuite voilà que le Moyen Âge développe aussi une héraldique imaginaire. Chaque personnage et le diable et Adam doivent avoir une héraldique. Alors pourquoi pas les chevaliers de la table ronde? Et alors on D'accord. invente à chacun un blason jusqu'à la fin du Moyen-Âge, compté 174 Ça, c'est chevaliers. extraordinaire, c'est extraordinaire. Il y avait des chevaliers paysans aussi, alors pas dans votre livre. Ça, c'est quelque chose que j'arrive pas à retrouver dans aucun livre, mais je sais qu'il y a eu des chevaliers paysans. On a des choses là-dessus? Alors, c'est-à-dire que les chevaliers n'étaient pas forcément nobles, c'est-à-dire à un C'est certain ça. moment, la chevalerie s'ouvre, c'est-à-dire il faut avoir tout de même l'argent pour pouvoir acheter un cheval, Bien sûr. une armure, ce qui Ouais. était très cher à l'époque, et voilà, les armes. Donc, en effet, il fallait avoir tout cela. Donc, il y a eu des bourgeois qui ont eu accès à la chevalerie, mais en effet,
il fallait avoir l'argent pour. Oui, c'est ça. Et aller dans des tournois, ça coûte cher. Le film Chevalier, d'ailleurs, était remarquablement fait pour ça. Je ne sais pas si vous l'avez vu, avec cet acteur qui est mort, qui avait joué le Joker, je crois, qui est mort depuis. Je ne sais pas si vous avez vu le film, mais Ah oui, c'était très bien rendu et je trouvais que d'accord. c'était très intelligent, si à l'occasion. Alexandre l'orphelin de la table ronde, c'est aux éditions des Belles Lettres. On a toute l'histoire de ce chevalier, du plus beau chevalier du monde. On peut dire que c'est le plus beau Oui, du absolument. monde, c'est ça. Et puis les Avengers, c'est la totale. C'est les chevaliers de la table ronde. Là, ils sont tous là. Oui, ils sont tous là. Effectivement, aux éditions du Seuil, édition d'Emmanuel Arioli. Ça veut dire quoi, édition d'Emmanuel Arioli? C'est-à-dire qu'il va y en avoir d'autres? Non, mais édition, ça signifie Au simplement que le texte, enfin le texte, c'est un texte que j'ai édité, c'est-à-dire je que sais bien, le ouais. roman, enfin l'encyclopédie, une encyclopédie que je traduis et donc que je complète bien sûr. Donc il y a une préface, il y a le texte et puis il y a tout ce que j'ai voulu ajouter pour rendre vraiment, comme vous l'avez dit, une bible Ouais, c'est de la vraiment table la ronde. Bible, si on Et veut. puis j'espère qu'il y en aura d'autres. Ouais, j'imagine Je bien, pense ouais. d'ailleurs. On enregistre là juste avant Noël 2024. C'est vraiment les deux livres qu'il faut se faire offrir ou offrir à ceux qu'on adore. Et si vous adorez les Chevaliers de la Table Ronde, c'est en tout cas celui-ci, vraiment la Bible absolue. Et celui-ci, si vous voulez découvrir une histoire géniale, c'est vraiment Alexandre, l'orphelin de la Table Ronde. Merci beaucoup, Emmanuel Harlier. Maintenant, vous êtes Merci. chez vous. Vous venez quand vous voulez. Pour Merci. le prochain, vous êtes le bienvenu. Merci beaucoup Merci et à beaucoup. bientôt À alors. bientôt.